Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Salut à tous, alors bienvenue. Donc, on est évidemment dans l'attente d'annonces très particulières. Pour le coup, je me suis dit, tiens, faisons venir un médecin. Mais alors pas un médecin qui va nous dire comme, voilà, il aurait fallu faire ceci plutôt que cela, etc. et tout. Non, non. Un médecin qui dit, on a un problème à un moment, justement, et qui va être très lié à ce qu'on essaye de vous raconter quotidiennement sur Sud Radio, c'est qu'il n'y a peut-être pas assez d'entrepreneurs parmi les médecins. Mais vous allez voir ça, le docteur François Pelen, donc, qui va nous accompagner pendant une demi-heure. Et donc on démarre avec le docteur François Pelen. Bonjour, docteur. Alors sur le bouquin il y a écrit, et ça m'avait un petit peu inquiété au départ, mais en même temps les éditeurs font leur boulot, crise sanitaire, pourquoi il faut presque tout changer? Et je me suis dit, non, pas encore un gars qui va nous dire, si moi j'avais été là, j'aurais fait B plutôt que A, ou C plutôt que D, etc. et tout. Bon, non, c'est pas du tout ça. Et c'est d'ailleurs un point, moi, depuis 15 ans maintenant que je m'intéresse aux entreprises, un point qui me va droit au cœur, parce que depuis 15 ans que je m'intéresse aux entreprises, je dis, les amis, la santé, c'est pas de l'économie. Enfin, en tout cas, c'est pas du business. Vous pouvez pas traiter la santé et l'agriculture. Deux secteurs, vous ne pouvez pas les traiter comme les autres, parce que, si on regarde la santé, en fait, il n'y a pas d'entrepreneurs, il n'y a pas de prix, ou des prix qui sont fixés de manière administrative, et il y a un client qui pense, la plupart du temps, que de toute façon, il ne paye pas et que c'est gratuit. C'est un peu compliqué de faire de l'économie là-dessus. Et c'est à ça que répond votre bouquin, docteur, d'une certaine manière. Oui. Alors, moi, mon bouquin, il a pour volonté de répondre, et mon entreprise, mon parcours a pour volonté de répondre à un besoin du patient. Je ne suis pas parti du besoin de la profession médicale, je suis parti du besoin du patient. Faut dire avant de se lancer là-dedans, parce que je me rends compte, il faut dire quelques mots de votre parcours. Ouais, un peu atypique. Un peu atypique, mais enfin, il y a deux branches sur lesquelles on va parler. C'est-à-dire, vous êtes donc ophtalmologue, et vous avez monté un réseau. Alors, c'est un réseau d'ophtalmologie, c'est ça? Oui, de centres d'ophtalmologie, de consultations d'ophtalmologie. Oui, exactement. Alors, pourquoi médecin en réseau? Ça répondait à quoi, de médecin en réseau? Alors, mettre en réseau des centres d'ophtalmologie, ça répond au besoin qui est au cœur de mon livre, c'est que la santé aujourd'hui, elle ne peut plus être traitée par des hommes et des femmes qui sont isolés. Pourquoi? Parce qu'il y a des défis technologiques aussi dans notre métier, et il faut investir dans des machines, il faut donc des techniciens, il y a de la télémédecine, il y a de l'intelligence artificielle, et tout ça, ça peut pas se faire dans une pièce de 22 mètres carrés, tout seul dans son coin. Qu'est-ce qui arrive quand on fait ça? Le patient, il met des mois à avoir un rendez-vous. Il arrive chez son médecin. Le médecin dit « Ah, il faut faire tel examen ». Il va envoyer chez un confrère qui fait ses examens. Donc on va reprendre rendez-vous avec ce confrère qui fait ses examens, qui va les envoyer au médecin, et le patient va retourner voir le médecin pour avoir les résultats de l'examen. Vous voyez le temps perdu? Ah, mais on le vit, vous voyez, on le vit, docteur. Vu du côté du patient, comment c'est des mois et des mois, parfois avec beaucoup de stress, pour avoir un résultat. Eh bien, moi, je veux que ça soit dans l'heure. Voilà. C'est-à-dire, le patient, il arrive, il y a toutes les machines, il n'y a pas besoin d'aller chez un tel ou un tel. Évidemment, s'il y a besoin d'énormes machines, de besoins qui sont que dans les hôpitaux, on va évidemment envoyer dans le service ad hoc. Mais sur des machines qui sont maintenant standards, eh bien, il faut que les médecins, ils aient tout. Et s'ils veulent tout avoir, c'est-à-dire des machines, de l'intelligence artificielle, de la télémédecine, des techniciens, des secrétaires médicales, eh bien, ça devient une entreprise. Et le problème, c'est que pendant 12 ans d'études, on leur apprend pas l'entreprise, on leur apprend pas à manager du personnel, on leur apprend pas à embaucher, on leur apprend pas à savoir comment une machine s'achète et comment on peut la rentabiliser. Et donc, soit ils le font un peu comme ci, comme ça, soit ils se plantent, et soit ils le font pas. Soit ils le font pas. Voilà. Et moi, je veux qu'ils le fassent. Et il faut absolument que la médecine de ville... Vous voyez, je vais vous donner un exemple sur la crise. Alors, mon bouquin, il est quand même très tourné vers le médecin entrepreneur. Oui, il en parle, je vais dire, accessoirement. Mais la je vous en crise, remercie, docteur. C'est un révélateur, oui, la crise. On se rend bien compte. On s'est aperçu de quelque chose pendant cette crise. Sur la première vague,
comme 10 ans avant avec le H1N1, c'est que quand il a fallu traiter au niveau gouvernemental, très rapidement, on le voit, on va avoir des annonces comme on en a déjà eu, quand il faut faire très vite, on ne peut pas, raisonnablement, demander à 100 000 personnes de s'organiser. Ça n'est pas possible. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans les deux cas, que ça soit pourtant dans des systèmes politiques très différents avec Roselyne Bachelot et là avec le gouvernement actuel, on a mis la médecine de ville un peu sur le côté. Ouais, c'est ça. Et on s'est organisé avec l'hôpital, avec des centres de dépistage, avec tout ce que vous voulez, les ARS, mais pas les médecins de ville. Et pourtant, il y en a plus de 100 000. Et ils sont là pour ça. Qui en plus se sont retrouvés désœuvrés. Enfin, mais vous voulez organiser un truc avec eux demain, vous invitez qui autour de la table? Leurs représentants syndicaux parlent assez régulièrement. Moi, ce que j'ai voulu, j'ai pris l'exemple de l'ophtalmologie parce que c'était ma spécialité de base, mais s'il y avait un problème à traiter d'ophtalmologie, on a des centres dans toute la France, on peut être un partenaire qui est écouté au niveau national et on lui dit, écoutez, il faudrait que vous fassiez ça, ça, ça et ça sur toutes les grandes villes. Est-ce que vous pouvez le faire dans les 15 jours qui viennent? On répond oui, on répond non. Mais si on est tout seul, isolé, on ne peut plus rien faire et on est mis sur le côté, ce qui est un drame. Avoir 100 000 personnes pleines de bonne volonté qui ont les moyens de prendre en charge et qui font... C'est pas une révolution culturelle quand même pour les médecins, parce que vous dites on ne leur a pas appris mais ils font ça aussi parce qu'ils ont envie. Mais la révolution culturelle, libéraux, on dit, médecins libéraux. Les médecins libéraux, et je tiens beaucoup au fait qu'ils restent libéraux. Je brocarde ça assez régulièrement en disant les seuls libéraux à revenu garanti. Vous voyez, docteur, il y a quand même une forme d'ambiguïté. Oui, c'est dû au fait que c'est des libéraux qui ont finalement, ils ont des millions de patients, mais ils n'ont qu'un client. Ouais. C'est la sécurité sociale, plus les mutuelles. Et donc, évidemment, c'est administré d'une certaine façon. Mais ils y sont prêts à ce, à ce saut quantique. En tout cas, c'est pas la question de savoir. Je reviens au fait que moi, ce qui m'intéresse, c'est le patient. Ouais. Donc, quand un patient demande quelque chose, si un patient veut un rendez-vous avec un ophtalmologiste dans des délais raisonnables, et qu'on lui dit c'est dans 6 mois, c'est dans 8 mois, c'est pas possible, ça ne peut pas durer. Donc il faut qu'on s'organise pour pouvoir réduire les délais. Si on arrête de faire de l'administratif, un médecin, aujourd'hui, il fait un petit tiers d'administratif, il fait un tiers de technique, il fait un tiers de médecine pour lequel il a été formé pendant 12 ans. Il faut qu'il fasse que de la médecine, pas d'administratif, pas de technique. Et chez nous, c'est ce qui se passe. Il y a un GE qui gère tout l'administratif. Je comprends, docteur, je comprends votre sujet sur je pars du patient. Pour qu'il se passe quelque chose, il faut quand même que ça parte du médecin libéral, généraliste. Il faut qu'il soit d'accord avec ça. Il faut qu'il soit malheureux, finalement, d'une certaine manière, pour accepter votre révolution culturelle. Le médecin, il est malheureux. Il est malheureux depuis, 30 ans. Et pourquoi? Je vais ramener ça à l'avènement d'Internet. Avant Internet, système pyramidal, le grand patron, Jean Gabin, vous voyez, dans le... Ouais. Et en dessous, tout le reste, et puis en bas de la pyramide, le patient, qui doit être patient, voilà, et à qui on délivre une vérité, et qui prend son traitement, et puis qui revient quand on lui dit de revenir. Et ça, avec Internet, tout a sauté. C'est-à-dire que le patient, il a commencé à être un partenaire du médecin. C'est-à-dire qu'il a commencé à s'informer. Avant, il avait le Larousse médical. Bon, c'était vite lu. Maintenant, il a beaucoup d'informations, souvent erronées. Il faut évidemment le remettre dans un chemin approprié. Mais il a beaucoup d'informations. Il va se renseigner sur son médecin. Il va aller regarder ses notes sur Google, etc. Il va prendre rendez-vous sur Internet. Il arrive dans votre cabinet, c'est plus le même que dans les années 80. C'est un patient qui veut participer. Et en face, il y a un médecin qui a été éduqué dans l'ancien système pyramidal. Et il dit, zut, ça marche pas, moi j'ai pas été formé pour ça. Et il est malheureux. Ouais.
Et donc le malheur, il est déjà un peu là, et on le voit bien, les médecins, quand vous les interrogez à la télévision sur leur sort, ils rigolent pas tous les jours. Non, c'est vrai. Et donc il est malheureux, donc vous disiez il faut que le médecin soit malheureux, ben malheureusement il l'est. Voilà. Mais alors, on les voit se grouper à 5-6, on les voit maintenant, hein, ces cabinets médicaux, Oui. où ils se groupent à 5-6 comme ça, notamment dans les villes de banlieue, etc. Bon, c'est pas la solution, il faut que ça ait plus d'ambition que ça pour vous. Ben, groupé à 5-6, sans avoir appris aucune notion. Alors moi je suis un médecin C'est ça, un peu particulier, de management. j'ai fait HSC. Bon, ben, c'est pas tous les médecins qui font HSC, mais le médecin naturellement il est fait pour soigner. Il sait pas faire ces choses-là. Donc, soit moi je préconise qu'on lui apprenne pendant ses études de médecine le management. Et on me dit, ah ben c'est pas possible, il y a déjà tellement de choses à leur apprendre. C'est pas faux. Bah oui, mais en 12 ans, vous croyez pas qu'on peut trouver 200 heures de cours de management? C'est rien, je sais pas, c'est vous qui Bah savez. oui, moi je pense que oui. Moi je pense que oui. Je pense que oui. Mais en effet, il y a encore beaucoup de boulot pour convaincre ceux qui décident. Les mutuelles sont d'accord avec vous? Elles sont en train de le faire d'une certaine... Ces réseaux de soins que sont en train de bâtir les mutuelles. Alors là, vous commencez à utiliser les gros mots parce que vous savez qu'il y a eu beaucoup de débats à l'Assemblée sur les réseaux de soins et que les médecins en sont exclus. Nous ne sommes pas... Comment ça, les médecins les réseaux de soins concernent la plupart des professions médicales, mais pas les médecins. Docteur, on marque une pause et puis on continue cette discussion dans un instant. Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismarck, 19h30, 20h. Le docteur François Pelen, donc sur Sud Radio, médecin entrepreneur. Alors, je vais pas vous demander quand est-ce qu'on aura un vaccin, hein, c'est pas le sujet. Mais enfin, vous me l'avez demandé avant l'interview. Faut être honnête. Mais il y a un retournement. Alors peut-être. Un retournement de l'opinion, non, autour des laboratoires pharmaceutiques, un peu comme la grande distribution. Le labo pharmaceutique, c'était le grand méchant. Et tout à coup, on se rend compte que, bon Dieu, ce grand méchant, heureusement qu'il est là, heureusement qu'il est puissant, heureusement qu'il a des moyens, heureusement. On attend tout de lui. On attend tout de lui, Vous là. savez, pour parler de l'industrie pharmaceutique que je connais bien, j'y ai travaillé 27 ans. Moi, j'ai été très malheureux. Vous parliez du malheur des médecins. Ça alors J'ai été 27 très ans de malheur, c'est malheureux. pas possible. Oui, j'ai été très malheureux parce que j'avais l'impression de rendre service à la population et on passait pour des truands, je sais pas quoi. Et je voyais les marchands d'armes, les marchands de tabac qui étaient mieux traités que nous. Presque. Et je comprenais pas. Et alors la faute était sûrement de notre côté. Je crois que le public n'aime pas qu'on gagne de l'argent sur la santé, ça c'est une chose. Donc ça donne une image de l'industrie qui est viciée, alors que si en une génération on a prolongé la vie d'une génération, c'est pas dû qu'à ça, c'est dû à beaucoup de choses. Mais les médicaments que l'industrie a été capable de mettre sur le marché ont réglé le problème de l'hypertension, ont bien amélioré le problème du diabète, ont réglé le problème du cholestérol, etc. Toutes ces maladies ou tous ces facteurs de risque qui faisaient qu'on mourait. La plus récente, c'est l'hépatite C. Exactement. La disparition de l'hépatite C. Mais Oui. souvenez-vous, parce que c'est passionnant ça, l'épisode hépatite C, où, c'est quel laboratoire, Allergan je crois, hein, qui débarque avec un médicament que la sécurité sociale française ne peut pas s'offrir. Et donc il fallait, je le dis très très rapidement, hein, vous avez, je parle sous votre contrôle, 4 stades de cirrhose, fallait vraiment être très atteint pour qu'alors la sécurité sociale daigne vous payer une injection de ce produit qui faisait disparaître la maladie. Là, on a un problème, docteur. C'est là où on se dit, pouf, et ça ne fait que commencer. C'est-à-dire, les thérapies géniques sur le cancer, ça va pas être 50 000 euros, c'était le prix de... Ça va être 300 000, 400 000, 1 million. On n'en sait rien aujourd'hui à ce stade. C'est certain, mais il faut voir le résultat. Ouais. C'est que la durée de vie en bonne santé a augmenté de 15 à 20 ans entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et maintenant. Et que tous ces médicaments y ont énormément contribué. Et maintenant, après avoir beaucoup critiqué cette industrie, on attend tout d'elle. J'espère. Et sa mobilisation vous surprend, c'est-à-dire on voit des laboratoires qui étaient en concurrence mais acharnés
grouper certaines de leurs forces pour essayer d'accélérer sur la recherche de ce vaccin? Vous oui, pensez que c'est possible? D'abord, je ne pense pas que l'industrie va faire... je ne pense pas que ce soit le but de l'industrie pharmaceutique de faire énormément d'argent sur les vaccins, contrairement à ce qu'on peut penser. Enfin, en tout cas, on voit bien que on va, le jour où il y en aura, en utiliser des centaines de millions, voire des milliards, que ça sera des prix raisonnables. Et l'industrie a compris que on était dans une crise qu'on n'a jamais vue depuis 100 ans, en tout cas en termes sanitaires, et que c'était pas le moment de jouer la petite concurrence, etc. On est au-delà de ça, même si chacun essaie d'avoir le premier son vaccin, c'est bien naturel. Le truc qui est compliqué et qui nous ramène à votre livre, en fait, c'est, et notamment ce mot honni en France, de dividende, c'est-à-dire il vous faut du capital pour chercher, beaucoup de capital, hein, c'est très... Ça dévore le capital, hein, l'industrie médicale. Oui. Quand on est dans les labos qui font vraiment de la recherche, qui sortent des produits innovants, c'est autour de 20% du chiffre d'affaires qui part en recherche. Ce capital, il faut le rémunérer. Sinon, il ne viendra pas. Oui. Et donc, il faut lui distribuer des dividendes. Et c'est très très compliqué. Moi, je comprends que ce soit compliqué. C'est pour ça que je reste un peu à l'écart du truc. De dire à quelqu'un, ton cancer, ça va coûter très très cher de le soigner, parce qu'il faut rémunérer le capital qui a permis de trouver la thérapie génique, par exemple. Et votre logique de médecin entrepreneur, vous voyez, peut amener finalement la même difficulté à expliquer la démarche. Oui, mais parce que, vous partez d'une question presque philosophique, alors que moi, je suis beaucoup plus modeste. D'abord, je suis ni Pfizer ni Sanofi. Hein, non, mais la même chose, il vous faudra du capital beaucoup plus pour modeste et j'essaie juste de répondre aux besoins du patient, qui est, pour les spécialistes, d'avoir des rendez-vous dans des délais raisonnables à des coûts raisonnables. Voilà. Moi, c'est ça mon objectif. Et ça n'est pas de savoir si je dois rémunérer du capital. Depuis que on existe, depuis 10 ans, on n'a rémunéré aucun capital. On investit comme des malades pour développer notre offre de soins. Et on ne se soucie pas de savoir si il faut rémunérer le capital. C'est vraiment pas la question que je me suis posée dans l'année, vous voyez. Moi, le drame, ça a été le confinement, donc je ne sais pas si je vais vivre un deuxième drame où là on ne fait plus rien et les patients ne peuvent plus avoir l'accès aux soins, ce qui veut dire que des délais qui étaient longs vont devenir très longs et qu'il va falloir être encore plus agile à la sortie de la crise pour répondre aux besoins du patient. Mais vraiment, je remets tout en cause. C'est pour ça que je dis presque tout changer. Mais il y a une chose que je ne remets pas en cause, c'est le rapport qui doit exister entre le médecin, enfin le patient et son médecin. Ça doit rester le cœur du système. Et ça ne doit pas bouger. Et mon système, il cherche à enlever les tâches administratives des médecins pour qu'il ait plus de temps à passer avec son patient. Merci docteur. François Pollen, donc. Le temps du médecin entrepreneur, c'est le sous-titre de votre bouquin. On se retrouve demain sur Sud Radio.